Expliquer à mes lecteurs, qui sont peut-être pas, évidemment, des millions comme ceux, par exemple, de M. l'imam, je n'ai pas les moyens de convoquer une conférence de presse internationale. Je demande à El Azhar d'expliquer au monde entier ce qu'est l'islam. On en est là. C'est grave, hein, c'est grave, on en est là. Il faudrait surtout peut-être que l'Azhar explique à ces musulmans extrémistes ce qu'est l'islam. Ça, oui. Ça, bien sûr, oui. Vous ne pensez pas que l'État a une responsabilité dans ce résultat qu'on a aujourd'hui? Non, moi je crois qu'il faut toujours séparer l'État et l'Azhar. Non, je ne veux pas dire dans l'enseignement, mais il a une petite responsabilité dans ce combattante française dans les rangs de Daesh, d'ISIS. Alors franchement, à ce moment-là, c'est l'État égyptien, l'État français. Il y a des Lituaniens, paraît-il, des Allemands, des Anglais. Alors écoutez, non, c'est une épidémie. Voilà. Il va falloir tous... il va falloir un vaccin. Une réforme du cursus scolaire ne serait pas... Ah ça, bien sûr, ça c'est très important. J'espère que nous allons vraiment y regarder et faire quelque chose, parce qu'il y a déjà dans les livres, dans les manuels d'histoire de cette année scolaire, on a déjà trouvé des horreurs, hein, des choses... Bien, voilà. Oui, voilà. Vous m'avez posé une question, je suis désolé, je vous dis, moi je dis ce que je pense, hein, j'écris ce que je pense, et je reste sur ma position. Je crois qu'il faut réagir de façon beaucoup plus sérieuse à ce qui se passe, surtout sur le Sinaï. Il n'y a pas que le Sinaï, hein, vous le savez aussi bien que moi. Oui. Il y a la Haute-Égypte. Il faut préciser une petite chose aussi, c'est que la région touchée par le terrorisme au Sinaï est située aux abords de Gaza, bien entendu, et de la frontière israélienne. Elle est assez loin, située assez loin de Sharm el-Sheikh et des zones balnéaires, oui. Que la distance qui sépare Gaza et la zone frontalière de Sharm el-Sheikh est équivalente à celle qui séparait Paris de Lyon, voire plus encore. Oui, oui, non, mais ça, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et puis là, vous faites bien de... Pour que les gens ne s'inquiètent pas, ne pensent pas que le Sinaï est à feu et à sang et tout cela. Mais ça c'est encore l'esprit égyptien qui revient. Et je vous salue d'ailleurs, parce que ça c'est notre côté... c'est un côté très égyptien. Je ne trouve pas d'autres mots. Nous arrivons à recevoir encore nos chers invités, nos touristes, sur la même péninsule où il y a la guerre. Donc ça fait partie de notre panoplie, n'est-ce pas, de ces plusieurs facettes de l'Égypte extraordinaire et tellement riche. J'invite bien sûr à tout le monde à aller à Sharm el-Sheikh ou ailleurs, peut-être pas dans le nord du Sinaï, non, moi j'irai même pas moi-même parce que là ça va barder, hein, le président va dire ce matin. Des kilomètres séparent cette région troublée. Ah non, c'est très loin. Non, c'est très très loin. Oui. Le Sinaï aussi, on le rappelle, fait 60 000 km², c'est-à-dire c'est une région aussi grande, aussi vaste que la région Midi-Pyrénées, plus le Languedoc, Roussillon, et peut-être aussi plus grand aussi les 40 000 km de Midi-Pyrénées, plus 30 000 de... 20-30 000 de oui, non, Languedoc. Là, oui, non, c'est pas très... Oui, c'est assez... Sauf que c'est en long, c'est assez grand. Oui. Bien, passons à quelque chose qui vous intéresse beaucoup aussi, c'est le statut de la femme égyptienne. Je vous ai présenté en tant que militante féministe. Est-ce que la femme est satisfaite des acquis actuels, de la situation, de ses droits? Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres revendications qui n'ont pas encore été formulées? Oui. Mais non, nous ne sommes pas du tout, enfin quand je dis nous, je parle pour plusieurs autres, beaucoup même de femmes, de groupes de femmes dont je fais partie. Non, monsieur. Il y a encore énormément de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire, puis surtout il faudrait appliquer des lois, parce que des lois on en a, des droits de la femme. Les droits de la femme existent, hein, dans la loi égyptienne, dans le code pénal, dans la constitution même. J'ai eu l'honneur de faire partie donc, de la commission des 50 à l'époque, et ça existe, nous avons des droits. Mais est-ce que la loi est appliquée? C'est ça la grande question. Et il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. Et
la femme égyptienne ne s'arrêtera pas, ne s'arrêtera pratiquement jamais en fait, hein, de revendiquer des droits et encore plus de droits, parce que nous sommes en 2014, hein, nous sommes dans le 21e siècle, et il y a des choses franchement qui m'apparaissent aberrantes à notre... comme par exemple, bon, heureusement ça c'est terminé, mais si je vous dis pendant l'époque des fascistes de la confrérie terroriste, la nuit noire de Morsi, hein, le terroriste, nous avions des gens qui, sous le Parlement, la coupole du Parlement égyptien, parlaient du mariage à 8 ans. Hein, nous avons eu des trucs comme ça, la traite des blanches, enfin, bon. Aujourd'hui, il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres lois qui sont très importantes, pour les enfants aussi, hein, les lois sur la maternité, etc. Et surtout, et encore, et toujours, bien sûr, la concision. Il faut trouver une criminalisation beaucoup plus radicale pour ceux qui exécutent ces actes barbares de mutilation de la femme, qui malheureusement existent beaucoup, beaucoup en Égypte. Je peux même aller jusqu'à dire que nous avons quand même un triste chiffre qui va jusqu'à 90%, ce qui est énorme, ce qui est immense. C'est possible. Et, ah oui, oui, oui. 90% Et là, malheureusement, nous parlons de toutes les Égyptiennes, musulmanes ou chrétienne. D'ailleurs, c'est comment j'appelle ça, c'est un crime, hein, qui a des origines rituelles africaines, qui nous vient du sud, mais vraiment le sud-sud, hein, donc la dimension africaine de l'Égypte, et qui est appliquée surtout en Haute-Égypte, hein, par toutes les familles, hein, sur toutes les filles, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse. Donc ça n'a rien à voir avec une religion spécifique. Mais par contre, c'est donc cette pratique odieuse a lieu tous les jours, hein, des milliers. C'est atroce. Et là, il faut faire quelque chose. Vous ne pensez pas seulement que tous ces droits obtenus par la femme briment un petit peu l'homme? Je connais certaines vous personnes... trouvez que ça brime l'homme? Oui, par exemple, pour la garde d'enfants. Oui. Ils n'ont pas le droit de voir leurs enfants comme ils le souhaiteraient. Ils ont à peine quelques heures par semaine. Les papas, vous voulez dire? Papas, oui. Les mauvais papas, ceux qu'on a divorcés, c'est ça? Non, parce qu'ils faisaient du mal aux enfants. Non, ils ne sont pas nécessairement mauvais. Mais... Oui, non, écoutez, moi je dis toujours, il faut appliquer la loi. Que dit la loi? Bon, il y a des cas, vous savez, où les enfants seraient vraiment mieux loin de personnes nuisibles, hein. Donc là, que ce soit le père, l'oncle, hein, pareil, ou la mère même, dans certains cas, ça dépend. Mais moi je dis toujours, il faut en revenir donc au texte, hein, que prévoit la loi. Et croyez-moi, les hommes ne sont pas brimés dans ce pays, hein. On sert les messieurs d'abord, même au restaurant, c'est grave, non? On dit que les messieurs... Ah bah oui. Mais c'est la justice. Ah bah non, il n'y a pas de justice là-dedans, Patrick, voyons. Bien, à la veille des élections égyptiennes, des élections parlementaires égyptiennes, oui. est-ce que vous êtes satisfaite de la loi établissant un quota de représentation des femmes, des chrétiens, des autres minorités ethniques et religieuses du pays, des handicapés, etc. Écoutez, je l'avais déjà dit ça, lors donc de ces grandes... des grands assemblements, n'est-ce pas, lors de la commission des 50. Et je le redis, non, je ne suis pas contente du tout. D'ailleurs, j'aime pas du tout le mot discrimination positive. C'est débile. C'est quoi ça, discrimination? Une discrimination, c'est une discrimination, hein, c'est la ségrégation. Je suis complètement contre. J'aime pas les quotas. Mais bon, on a les quotas. Maintenant, il faut essayer d'avancer. Ça permet à la femme d'avancer. Oui, mais enfin, vous savez que la femme fait quand même, d'après les statistiques de l'ONU, hein, pas les miens, les femmes font quand même, dépassent les 50% de la population. Nous arrivons à près de 60%. C'est un pays de femmes. Ah oui. En Égypte? En Égypte, oui. Je pensais qu'il y avait 52% de femmes. Ben 52%, c'est pas très loin de 60, non? Sauf si on parle de mon âge, mais enfin bon. Oui, donc, il faut faire attention. Déjà, les élections parlementaires, je trouve qu'on aurait dû peut-être attendre un petit peu. Apparemment, ils restent dans les délais constitutionnels. Et donc, elles auront lieu donc, comme prévu, je pense, février-mars. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Je trouve que la société bout. La société n'est pas encore stable. Il faut attendre. Nous sortons quand même d'une période extrêmement compliquée et obscure. Et il y a encore beaucoup de choses à revoir. Mais ce n'est pas du tout la femme qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est l'existence d'un parti
islamique. Islamiste. On dirait plutôt islamiste. Écoutez, islamiste, Islamiste, les deux sont mauvais. Hein. J'aime pas les appellations, on les appelle comme ça. Islamique, c'est ce qui a trait à la culture musulmane, l'art islamique, l'architecture islamique, comme on dirait l'architecture gothique, chrétienne gothique, etc. Oui. Mais islamiste, c'est la politique, la religion au service de la politique. Moi, je ne fais pas de rhétorique, moi, Patrick. Donc, oui, vous faites la télévision. Non, moi, je ne fais pas de rhétorique. Pour moi, c'est de la simple terminologie. Ce sont des partis interdits. Donc, ceux-ci sont interdits. C'est interdit, c'est simple. C'est noir sur blanc dans la Constitution. C'est complètement et formellement interdit. On n'a pas le droit d'avoir des partis religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens, hindous. Ils ne devraient pas exister. Je me demande pourquoi ils sont là. Je me demande. Oui, il y a beaucoup de questions. Beaucoup se demandent comment se fait-il. Et je pense qu'ils trouveront une loi qui oblige ces partis à reconnaître le droit de tous les citoyens. Et peut-être cette loi des quotas obligerait certains partis, comme je pense aux salafistes notamment, qui existent alors que les partis religieux sont interdits. Oui, exactement. S'ils existeront toujours, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait des lois qui leur imposeraient de mettre des femmes et des chrétiens en bonne place. Ce qui serait un peu bizarre pour eux, mais écoutez, Patrick, non, là je vous interromps parce que il ne faut pas chercher les lois, parce qu'il y a la Constitution. Et d'après la Constitution, pour laquelle nous nous sommes battus quand même, nous avons manifesté, nous avons fait du bruit. Alors, dans la Constitution, c'est simple, c'est clair, c'est net. Pas de parti religieux. Voilà, c'est simple. Il ne faut pas faire de loi, il n'y a pas besoin de loi. La Constitution est quand même beaucoup plus mais le problème, élevée que la loi. Le problème, c'est que les partis religieux disent qu'ils ne sont pas religieux. Alors comment leur imposer de ne pas être effectivement religieux à travers certaines lois, en disant, par exemple, si on exige de tous les partis politiques de reconnaître la Constitution comme étant le préambule de leur propre loi partisane, eh bien c'est déjà une chose. Il y a d'autres choses qui pourraient venir aussi, un autre mécanisme qui impose un petit peu ce changement des mentalités dans ces partis-là. Oui, bon, ce sont des mentalités quand même importées, nous savons très bien d'où ça vient. Écoutez, j'invite... En plus, ils sont forts. Pardon ? Ils sont forts en milieu rural. On ne voit pas du tout les partis. On a une pléthore de partis politiques en Égypte aujourd'hui. Je crois qu'il y en a une centaine. Ils savent très bien qu'ils sont minoritaires, et c'est pour ça qu'ils se battent d'ailleurs. Ils se sentent persécutés. Et c'est bien, tant mieux. J'invite ces messieurs... C'est bien de les persécuter ? Attendez, oui. Attendez, j'invite ces messieurs, parce qu'il n'y a pas de dames, donc je ne peux pas dire messieurs, dames. Donc j'invite ces messieurs à réfléchir sur leurs propres conditions et sur leur propre philosophie, sur leur concept de la politique. Je ne dis pas de la religion, de la politique. Réfléchissez. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment entrer dans un débat avec les plus grands hommes de loi de ce pays, parce qu'ils vont vous battre, c'est sûr et certain, ils vont vous battre, vous n'êtes pas constitutionnel. Donc, est-ce que vous avez envie de jouer ce jeu-là? Est-ce que vous êtes là pour jouer ce jeu-là? Est-ce que vous voulez faire de la politique? À ce moment-là, enlevez vos soutanes. D'accord. Et rasez-vous. Voilà, c'est tout ce que je demande. Bon, c'est pas peu. Mais non. Bien, croyez-vous dans ce contexte-là qu'en la capacité de la femme égyptienne d'être en tête de liste électorale? Est-ce qu'on pourrait voir parmi les listes électorales, par exemple, vous savez qu'on me l'a déjà proposé deux en fois. Tête de liste? Non, mais je ne suis pas prête pour un discours politique, certainement pas. Puis je garde ma liberté d'expression. Et surtout. Mais est-ce qu'une femme en tête de liste? Ah, mais oui, mais ça va venir. Ça va venir, mais est-ce que ce parti risquerait d'avoir des voix, de gagner des voix? Oui. Au moins celles des femmes? Mais bien sûr. Ah, bah, pas uniquement. Qui représenteraient quand même. Nous avons des ténors. Nous avons des ténors. Je pense à Mme Tahini Gebeli, je pense à Dr. Hoda Badrani, Dr. Mervat Talaoui, il y en a énormément. Il y a des grandes femmes, des grands ténors. La chose est, il faut faire la différence entre la femme féministe, la femme active, militante, etc. Et puis l'autre femme qui, elle, peut commander, tirer sur les rênes de tout un pays. Et là, heureusement, on en a. Est-ce qu'on en verra bientôt aux commandes du pays? Je l'espère. Je fais tout pour.
C'est justement la réponse à la question suivante. C'est vrai? Vous avez été... Ah bon? Oui, parce que voyez-vous, de grands pays musulmans comme Oui. La Turquie, l'Indonésie, deux États laïques, le Bangladesh qui est également laïque et le Pakistan, et même le Pakistan qui n'est pas laïque, la République non, islamique il du n'est pas laïque Pakistan, du tout, hein. ont eu des dirigeants femmes. Benazir Bhutto au Pakistan, Oui. au Bangladesh, Sheikha, j'ai oublié son nom. Oui. En Indonésie, il y avait Megawati Soekarno voilà, Putri oui. et Tan Suu Kyi en Turquie. Est-ce que, de ce fait, le tiers des musulmans, et même plus si l'on compte les pays musulmans, Oui. plus du tiers des musulmans qui vivent dans des pays musulmans ont été dirigés, gouvernés par des femmes. Oui. Est-ce que vous pensez que ceci est possible en Égypte? Parce que l'Égypte est un pays musulman, c'est pour ça? Vous Oui, dites c'est ça? aussi un Oui. pays musulman. Enfin, à majorité musulmane. Oui, oui. Voilà. Écoutez, oui, je l'espère. Peut-être pas dans l'avenir proche, hein, ou très prochain, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il faudrait déjà qu'on ait une femme Premier ministre un de ces jours. Quoique, pour l'instant, je suis très très heureuse du travail que fait donc ce cher docteur Mahlab, que je respecte énormément. Une femme... Beaucoup de femmes ont déjà commandé ce Il est pays. francophone par... Une francophone en Non, plus? non, je parle du Ah bon. docteur Mahlab qui est francophone. Il est francophone? Ben, je le salue. Je salue Dr Mahlab. Voilà. Alors, je ne vais pas, bien sûr, commencer à vous raconter l'histoire ancienne, antique, Nefertiti, Hatshepsut, etc. C'est trop loin. Mais nous en avons des femmes. Hein, Shagarat d'or en Égypte. oui, islamique. Shagarat d'or, oui, oui, En bien sûr. Égypte musulmane. Mais nous en avons au compteur, des femmes. Donc, et puis, il y en a beaucoup qui travaillent en silence ou dans l'ombre, énormément. Beaucoup trop. Donc, je pense, pour répondre à votre question très clairement, oui, je le conçois, oui, j'y crois, je l'espère, et je fais tout pour. Il ne me reste plus qu'à dire Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, merci peut-être Patrick. qu'une femme au règne Ah oui, mais enfin, de l'État pourra donner de bons résultats un jour. En tout cas, c'est ce que nous pouvons espérer. Je tiens à vous remercier donc au terme de cette émission. Merci Dr Red El-Wakil. Vous êtes écrivain militante féministe. Également, vous êtes journaliste au Progrès égyptien d'expression française. Je remercie toute l'équipe de ce soir. Je remercie également nos téléspectatrices et téléspectateurs et leur donne rendez-vous à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme. Bon week-end.